Après l'isolement du Grand Abidjan, comment les compagnies de transport s'organisent-elles pour contrer les conséquences du manque à gagner occasionné par la crise sanitaire? Que fait l'État pour accompagner ces compagnies de transport? Nous le saurons dans le dossier de Kader Sogodogo. Et puis la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée aujourd'hui, une occasion pour tous de porter un regard sur cette lutte en vue de dresser le bilan des actions menées et mieux s'armer pour le futur. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Depuis le 29 mars dernier, le Grand Abidjan est isolé pour contenir la maladie à coronavirus. Depuis lors, aucun véhicule de transport en commun ne sort d'Abidjan vers l'intérieur du pays et vice-versa. Une mesure prise par le Conseil national de sécurité. 2 mois après cette mesure, comment se porte le secteur du transport terrestre et que prévoit l'État pour soutenir ce secteur? Kader Sogodogo nous conduit au sein de ce secteur marqué par la pandémie à coronavirus. Le 29 mars 2020, sur instruction du Conseil national de sécurité, le Grand Abidjan allait être confiné. Une mesure prise pour éviter la propagation de la COVID-19 aux villes de l'intérieur du pays. À cette période, la majorité des cas détectés étaient concentrés dans le Grand Abidjan. Ce n'est pas tout. Les frontières terrestres du pays allaient subir le même sort. Ces mesures de confinement allaient voir les différentes compagnies de transport terrestre qui faisaient la navette entre Abidjan et l'intérieur du pays et la Côte d'Ivoire et les pays voisins cessaient leurs activités. Une pilule difficile à avaler. Abidjan étant confiné, notre activité est carrément à l'arrêt. Parce qu'il faut dire que Abidjan représente 90% de notre chiffre d'affaires. En termes de densité, en termes de rotation d'Abidjan vers l'intérieur et vice-versa, ainsi que la sous-région. Boaké, Abidjan, Bobo de Lasson faisait 3 départs par jour. Maintenant, Abidjan, Bobo de Lasson faisait 4 départs par jour. Mais depuis la pandémie est venue, les compagnies sont garées jusqu'à les nouvelles ordres. Depuis que la maladie a commencé, les gares sont fermées. On a des travailleurs qui sont là. Vous voyez, tout est fermé. On ne peut même pas les payer, on est en chômage. Tous les autobus de long courrier, les cars de ligne long courrier sont complètement à l'arrêt. Et cela va sans dire que cette situation a un impact négatif sur les différents comptes d'exploitation. Une véritable crise économique. Certaines compagnies sont passées de 10 000 passagers transportés par jour à environ 500. L'écart est énorme. Le transport entre les villes de l'intérieur ne peut être une bouffée d'oxygène. Les charges sont énormes, en face, les recettes maigres. Il a fallu procéder au chômage technique. Sur la période, ça se chiffre à coups de milliards. Le plus difficile pour nous, c'est l'aspect social. Parce que nous avons été obligés de mettre une grande partie, environ 700 de nos collaborateurs au chômage technique. Nous avons mis fin à pratiquement près de 100 prestataires de services et sans compter la frange de la population qui gravite autour de notre secteur. J'ai 62 personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils payent les maisons, ils payent manger, il n'y a rien. Je ne peux pas les payer. À cause de Covid, j'étais obligé de fermer tout. Une difficulté qui n'échappe pas au ministère des Transports. Les transporteurs, de manière générale, aujourd'hui, ont posé un constat dont la traduction en termes de chiffres nous amène à une perte de l'ordre de 18 milliards, avec son corollaire de chômage technique, de mise en chômage provisoire des chauffeurs, des apprentis, et en stationnement plus ou moins de longue durée des véhicules qui servent au transport des personnes. Nous en sommes conscients, nous sommes en relation avec ces compagnies, ces représentants de ces compagnies. C'est en cela que le ministre les a déjà reçus à plusieurs reprises au cabinet. Pour lutter contre l'impact de la pandémie, le gouvernement a en toute responsabilité pris des mesures pour porter assistance à tous les secteurs touchés. Le monde des transports n'échappe pas à la générosité étatique. Quand on sort la calculatrice, il y a, selon les premières études menées, qui doivent être stabilisées, une perte de l'ordre de 18 milliards que le secteur du transport routier subit du fait de la pandémie à coronavirus. L'accompagnement se fera essentiellement à travers les 4 fonds. Le plan de soutien du gouvernement est de l'ordre de 1700 milliards.
Et dans les différents fonds, vous avez pour les personnes vulnérables de l'ordre de 150 milliards, vous avez pour les grandes entreprises de l'ordre de 100 milliards, vous avez pour les PME de l'ordre de 150 milliards, etc. Donc c'est dans ce package-là que véritablement les transporteurs seront accompagnés. C'est bon de passer à la caisse de l'État, mais la réalité est là. Il faudra bien reprendre à un moment donné au risque de disparaître. Alors, les transporteurs sont prêts à se soumettre à toutes les exigences. Au bout, il y a la survie du secteur. Nous sommes en train de redoubler d'efforts pour que lorsque Abidjan va être déconfiné, toutes les dispositions soient prises afin que les mesures qui vont être prises soient respectées par tous pour que le transport, comme on a toujours dit, la maladie ne passe pas par les transporteurs. Nous sommes vraiment prêts à respecter et à nous engager aux côtés de l'État pour reprendre l'activité en respectant les mesures que l'État a prises pour préserver la vie des Ivoiriens. En attendant, les gros camions restent les rois de la route. Ils traversent les frontières. Ils entrent également à Abidjan. Le Conseil national de sécurité autorise le transport des marchandises. De coronavirus, parlons-en encore. La Chine et l'Inde affrontent une expansion inquiétante du coronavirus. La situation épidémique à Pékin est jugée extrêmement grave par les autorités, faisant craindre une nouvelle vague de contamination. 137 personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la mégapole de 21 millions d'habitants. Ce rebond des infections centrées autour du marché géant de Xingfadi dans le sud de la capitale a poussé les autorités aéroportuaires à annuler aujourd'hui plus d'1 millier de vols au départ et à l'arrivée des 2 aéroports de Pékin. À Pékin, les écoles ont refermé leurs portes aussi et les habitants sont invités à reporter tout voyage non essentiel. Situation préoccupante aussi en Inde où le bilan s'est alourdi de 2000 morts en un jour, portant le total à 11 903 décès. Même si cette hausse brusque est partiellement imputable à des révisions de chiffres à Bombay et à New Delhi, l'épidémie continue de progresser dans le pays au rythme d'environ 11 000 nouveaux cas confirmés par jour, et ce alors que le système de santé indien est déjà saturé et que les experts estiment que le pic reste à venir. Les autorités de la capitale New Delhi disent s'attendre à plus d'1 demi-million de malades du Covid-19 à fin juillet dans la mégapole de 20 millions d'habitants, soit une multiplication par près de 20 en moins de 2 mois. En Côte d'Ivoire, l'agriculture biologique au cœur d'un atelier de formation des femmes rurales. Ces femmes jouent un rôle prépondérant dans la marche vers l'autosuffisance alimentaire. Pour les aider donc à jouer pleinement ce rôle et se tourner vers l'agriculture biologique, la structure Ambrit forme une quinzaine d'associations féminines issues des régions de Lagné-Bitiassa, du Boclé, du Moronou, de San Pedro. Ces femmes sont réunies au sein de la Fédération nationale des associations des femmes dans le Vivrier de Côte d'Ivoire. Clément Boko. Le village d'Adi Kwassikro, dans la sous-préfecture de Tahabo, accueille les femmes des régions du Boclé, de Lagné-Bitiassa, du Moronou et de San Pedro pour une formation à l'agriculture biologique. Réunies au sein de la FENAFEFSI, Fédération nationale des femmes dans le Vivrier de Côte d'Ivoire, ces agricultrices entendent sensibiliser leurs membres à une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques. Avec les produits phytosanitaires, aujourd'hui nous croisons beaucoup de maladies. Des maladies qui atteignent même des enfants. Avant, nos parents ne connaissaient pas ces produits et puis il n'y avait pas ces maladies. Donc la FENAFEFSI a décidé de faire du bio. Beaucoup ne comprennent pas d'abord. Donc au fur et à mesure où on vient pour les former, donne les connaissances, ils vont savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Après la théorie, les séminaristes mettent le cap sur les champs-écoles pour la pratique. La structure Ambrit, initiatrice du projet, renforce ainsi les capacités des femmes. Nous avons déjà fait une première formation, souvent des champs-écoles, pour voir est-ce que le moment pourrait assimiler, tant bien qu'elles ne soient pas à l'école, ces techniques culturelles. Et nous avons vu qu'elles ont quand même respecté. Et donc il était question de revenir pour plus donner encore de tonus et amplifier la formation, vu que nous allons faire une production bio, c'est-à-dire une production naturelle de la denrée. Les femmes ont mis à profit ces 5 jours d'atelier pour apprendre les techniques culturelles du plantain, du manioc et du maraîchage. Je remercie beaucoup le formateur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'il nous a appris. La manière de planter et le bio. Les produits sont bien, il n'y a pas de chimiques dedans. Nous, on ne prend pas les engrais chimiques. On prend les pots de cacao là.
et puis on peut faire notre engrais. Maintenant, les femmes, ils n'ont qu'à faire comme pour nous là aussi. Faut pas, ils vont travailler avec les médicaments. Les initiateurs du projet appellent à l'aide des bailleurs et des pouvoirs publics pour la vulgarisation de leurs actions sur toute l'étendue du territoire, toujours au bénéfice des femmes. Quand on sait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, la lutte contre la dégradation des terres, la sécheresse, la lutte contre la faim sont autant de défis que comptent relever les autorités en vue d'assurer bien entendu la sécurité alimentaire. Cette année encore, le ministère de l'Environnement et du Développement durable tire la sonnette d'alarme lors de la journée mondiale de la lutte contre la désertification, je vais y arriver, et la sécheresse célébrée aujourd'hui avec pour thème aliments, fourrages, fibres. Occasion pour le gouvernement d'organiser des campagnes de sensibilisation massive sur les actions à mener pour préserver nos terres, sinon pour les restaurer. Grâce Kando. La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est l'occasion pour les décideurs d'initier des campagnes de sensibilisation massive sur les actions à mener pour préserver et restaurer les terres des zones dégradées. Notre pays est tout autant concerné par ces problèmes. En effet, la Côte d'Ivoire, grand pays agricole, où les pratiques culturelles ne sont pas toujours durables, qui subit aussi les effets d'autres activités non respectueuses de l'environnement et du changement climatique, est sujette à une forte dégradation des sols. La sécheresse sévit dans notre pays, qui n'est pourtant pas un pays désertique. Oui, le désert est à nos portes. Le ministre Joseph Seka Seka appelle à un changement de comportement à travers les modes de consommation et de production pour satisfaire aux besoins des 10 milliards d'habitants que comptera la planète d'ici à 2050. Le changement des habitudes alimentaires à elle seule pourrait libérer 80 à 240 millions d'hectares de terre dans le monde. Nous ne sommes pas et ne serons jamais seuls dans notre combat pour une gestion durable des terres. Le gouvernement ivoirien bénéficie en effet de l'appui de partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent depuis des années et continuent de nous apporter cette aide appréciable. Je voudrais donc leur adresser toute la gratitude du gouvernement ivoirien. C'est ensemble que nous devons agir maintenant avec détermination pour parvenir à enrayer et inverser le processus de dégradation des terres. Toujours selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la dégradation des sols et la sécheresse sont à l'origine de l'aggravation du déficit hydrique, l'amenuisement des forêts, la perte de la diversité biologique et des changements climatiques. Parlons identification pour permettre aux populations de la commune d'Abobo d'obtenir la nouvelle carte d'identité. La Fondation Rama a organisé une opération d'enrôlement en collaboration avec l'ONESI. Objectif à enrôler plus de 200 000 personnes. Tanguy Danki. Commune d'Abobo, quartier Gotham, le président du conseil d'administration de la Fondation Rama, Kirk Guimessila, se fait enrôler pour obtenir sa carte nationale d'identité. C'était ce mercredi, premier jour de l'opération d'enrôlement initiée par la Fondation Rama, en collaboration avec l'Office national d'état civil et de l'identification, pour permettre aux populations d'obtenir leurs pièces d'identité. Nous avons constaté que dans la population, il y a beaucoup de personnes vulnérables qui ne peuvent pas partir dans le commissariat. Et puis maintenant, pour aller faire chaud, les rangs, tout ça. Nous voulons ramener les agents de l'ONESI pour essayer de faciliter l'accès pour les cartes d'identité nationale. Malgré les pluies diluviennes, les populations ont répondu à l'appel de la Fondation Rama pour une raison ou une autre. C'est important pour moi parce que on est dans l'année d'élection. Puisque si tu n'es pas enrôlé, ce n'est pas facile pour que tu puisses voter. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé, puisque je vais voter, il faut que je m'enrôle pour pouvoir voter. C'est pour cela que j'ai décidé de venir. C'est important pour nous, parce que s'il y a pièce
Là, c'est bon. Si ce n'est pas PS, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? À cause de l'enfant, demain, mon enfant il va venir chercher son PS là. S'il n'a pas PS là, il ne peut pas faire son papier. Selon les responsables de la Fondation Rama, cette opération va durer 2 jours et permettre l'enrôlement de plus de 200 personnes. Un mot de football, les quarts, les demi et la finale de la Ligue des champions UEFA se joueront en août prochain au Portugal. Les Coupes d'Europe de football 2019-2020, la Ligue des champions C1 et la Ligue Europa C2 vont s'achever sous forme de mini-tournois respectivement organisés à Lisbonne et en Allemagne. C'est ce qu'a annoncé la Confédération européenne UEFA aujourd'hui même. Cette formule inédite avec les quarts, demi et finales disputées dans un même pays doit permettre à l'UEFA de boucler la C1 et la C2 en août après plusieurs mois d'interruption liée à la maladie à coronavirus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.